Bonsoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir notre ami Sidi Mined Si Ahmed, climatologue, expert senior auprès des Nations Unies, qui s'intéresse aussi beaucoup, en plus de la climatologie et proprement dire, à l'environnement, à l'écologie, aux mines, aux exploitations minières par conséquent. Et donc, vous me voyez un peu venir. Nous allons parler de sujets et d'autres dont il a un peu creusé le sujet. Et vous allez voir, vous allez être très étonné de ce qu'il va vous dire. Sidi Mined Si Ahmed, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et merci encore pour cette opportunité de parler de sujets qui me sont toujours très à cœur. Et je voulais aussi préciser que quand j'étais en Algérie, je m'occupais des études de l'environnement. Donc pendant très longtemps, j'ai été baigné dans cette ambiance de protection de l'environnement à une époque en Algérie où c'était pas évident. C'est vraiment le parent pauvre des C'est le préoccupations, moins qu'on puisse dire. le Mais moins en qu'on puisse fait, dire. on a été pratiquement, moi je peux me targuer d'être un des pionniers de la loi sur l'environnement, d'un certain nombre de décrets d'application, notamment le décret sur les études d'impact sur l'environnement. Ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est juste pour Oui, mais vous qui ont dire dû que rester lettres mortes, je non, suppose. décret sur les études d'impact, il a été même enrichi, amendé il y a quelques années, et on en parlera bien sûr. Mais sur le terrain, Sur le terrain, pratiquement rien. Pratiquement rien. je m'en doutais. C'est dommage de le dire. Oui, Et je m'en doute. dommage n'est pas un mot fort, C'est le croyez-moi. dernier de leurs soucis, hein. C'est incroyable. Et donc, on a essayé de mettre sur la voie toute une, je dirais, une politique de protection de l'environnement. En ce qui me concerne, je suis allé plus loin avec des amis à l'université de Babzoa, puisqu'on a monté un module études d'impact. Et j'étais celui qui a assuré le cours sur les études d'impact. Et ce que je voulais dire par là, c'était l'engouement des jeunes étudiants à l'époque pour quelque chose qui était tout nouveau pour eux. Oui. Et c'était à l'époque où les documents n'existaient pas, les références étaient rares. On arrivait toujours à nous débrouiller, que des amis de l'étranger, en Europe, nous envoyaient des documents. Moi, j'avais la chance de représenter l'Algérie à des réunions internationales, donc je ramenais avec moi des livres, des documents et tout. Et c'est une époque pour moi qui était tellement riche, qui montrait que la jeunesse, notre jeunesse de l'époque et d'aujourd'hui certainement, était vraiment très attachée, je dirais, à la protection non seulement de nos milieux naturels, mais aussi à la santé des populations. Et on en parlera. Une vocation d'explorateur, hein, de Ah, pionnier, tout à fait. quasiment. Et nous étions, temps à autre, placardés. Moi, je me souviens des discussions que nous avions eues à l'époque à l'Assemblée populaire nationale, qui quand même, je dois le dire, il y avait quelques compétences au niveau de cette Assemblée pour faire passer la loi sur l'environnement. Et ça a été des batailles épiques, des J'imagine. batailles épiques. Et j'ai encore en mémoire des réflexions, des حبيتوا تعطلونا انتم في تنمية البلاد، حبيتوا تحطمونا، حبيتوا. Mais on avait tenu bon et la loi est passée. Mais je peux dire, je soupçonne qu'à un moment donné, beaucoup s'étaient dit on laisse passer, خليها ومن بعد نشوفوا. عندما يديروا. ما عندهم ما يديروا. Mais c'est incroyable. Comment pouvez-vous expliquer, avant qu'on en arrive au sujet brûlant dont nous allons parler, comment expliquez-vous cette, j'allais dire, ce détachement, cette insignifiance, ce non-sens pour les Algériens de la chose écologique, de la chose naturelle, de ce qui nous concerne, l'air. D'ailleurs, vous m'avez raconté une anecdote sur votre père quand vous lui aviez annoncé votre choix de faire des études en écologie, sur la nature, sur l'environnement. Sur le Qu'est-ce qu'il climat, vous avait dit? قال لي حبيت ترجع اسمه ingénieur, parce qu'à l'époque le mot مهندس on ne connaissait pas trop. حبيت ترجع ingénieur في الهواء والريح. Donc مسكين, C'est dire, hein. c'était oui, C'est c'était incroyable à quel état il nous en met. Ouais. Alors, si vous permettez, Sidi Mined Si Ahmed,
nous allons commencer par le sujet du jour, Garage Billet. D'ailleurs, merci de m'avoir corrigé. Moi, je disais Garage Billet. Non, c'est Garage Billet. Garage Billet. Et nous allons commencer par Slama Jloul, ce monsieur, expert à sa façon économiste, ouais. économiste, et qui est un peu dans ces affaires de mines, de minerais, d'exploitation minière, et qui avait donc donné son point de vue, son avis sur le minerai en lui-même et sur des choses qu'on nous a cachées ici et là. Il a été jeté en prison pour avoir On ne sait même pas si vraiment il a été jeté en prison. C'est tellement, c'est le, on ne le sait pas. C'est le voile total. Non, le mandat de dépôt a été finalement signé. Ah, il a été annoncé. Finalement, mais après l'avoir enlevé pendant par des 12 jours. Par des inconnus. Après, on a appris que c'était des gendarmes. Sa famille le cherchait. Et puis, il a été maintenu hors la garde à vue réglementaire et constitutionnelle et juridique et légale. Et il semble même qu'il ait été maltraité. Et donc, mais en fait, qu'est-ce qu'il a dit En fait, d'abord, les chiffres qu'il a donnés, je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'a pas exagéré. Au contraire, si on m'avait posé la question d'une façon très modestement, je crois que j'aurais donné des chiffres encore plus alarmants, croyez-moi. Mais ce n'est pas ma nature de toute façon. Il a dit en résumé que le projet ne serait pas rentable. Ça, c'est une évidence. Il a même dit sur 50 ans, oui. Sur un demi-siècle. Je crois que c'est même au-delà. Mais moi, je pense, à mon avis, l'élément, je dirais, déclencheur de son arrestation, ce n'est pas tellement la rentabilité de cette mine. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de projets structurants, d'avenir dans le pays, mettre en place notamment des industries extractives, etc., on peut éventuellement accepter l'idée que ce ne soit pas rentable au court ou même au moyen terme. Mais moi, je crois ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose qui a échappé à beaucoup, c'est qu'il a dit que c'est un projet rentier. Et ça touche beaucoup. C'est-à-dire, on est en train M. Slama, Dr Slama, a dit que ces gens-là ne sont pas pour une industrie, je dirais, d'utilisation du minerai pour fabriquer de l'acier, etc. Non, c'est pour exporter. C'est pour exporter simplement. En fait, c'est ce qu'il disait, et c'est ce que je crois aussi. Et vous verrez à travers le débat qu'on aura là-dessus, c'est que, en ce qui me concerne, je suis convaincu que même si ce fer qu'on va extraire et qu'on va essayer de purifier ou de rendre, en tout cas, lui donner une qualité acceptable, si j'ose dire, eh bien, ce sera pour une industrie qui sera contrôlée par notamment des Chinois et des Turcs. Voilà la finalité de la chose. Dans cette fameuse société turque qui sont le soufre, et qui serait très proche du fils du président. Et il paraît que c'est ça surtout cette société dont je ne me rappelle plus. Tosyali, qui aurait le contrôle aussi du site industriel Terminal 2, qui est à Béchar. Il y en a deux, l'un à Garage Billet. Garage Billet, c'est le site d'extraction. En fait. D'extraction. Et à Béchar, on parle d'une usine, d'un complexe sidérurgique. Mais effectivement, c'est une mainmise pratiquement totale de la firme Tosyali, donc pour ses propres besoins. Mais je ne sais pas si on peut rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr. Juste préciser que les Américains, à travers M. Trump et ses porte-paroles, ont dénoncé le projet parce qu'ils considèrent que Tosyali est une société privée turque qui sent un peu le soufre et qui est subventionnée à hauteur de 70%. Tout à fait. Et vous verrez dans les autres projets dont on parle, c'est le même schéma qui est suivi. C'est incroyable de subventionner et de détaxer une société étrangère. Absolument. Parce qu'elle est proche du fils du président. Il y a eu même des prêts
qui ont été consentis par les banques algériennes parce que Tosyali se serait associé à disons, il y a une participation algérienne là-dedans. Et dès qu'il y a une participation algérienne là-dedans, les banques algériennes peuvent prêter de l'argent. Et on le verra pour les autres projets, c'est le même schéma. Nous allons commencer par le côté le plus technique de la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de phosphore, dans ce très haut pourcentage qui rend ce fer quasiment inexploitable? Et qu'est-ce qui fait, quelle est cette histoire de blending, de mélange? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon accessible pour que... Oui, c'est très simple. En fait, le minerai de fer de Garage Billet, il a une qualité qui varie, mais qui oscille entre 8 et 10% de phosphore. À l'intérieur du minerai. Le minerai, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas que des constituants. Il y a la gangue, ce qu'on appelle la gangue, qui à peu près représente 50% du total. Ça veut dire ce qu'il faut jeter. D'un point de vue richesse du minerai, le minerai de Garage Billet est assez riche. D'accord. Mais d'un point de vue qualité, c'est une autre histoire. Et la qualité, c'est cela qui conditionne son exploitation. Or, cette quantité, je dirais, inacceptable de phosphore dans le minerai de fer empêche, en principe, son utilisation directe. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été utilisé depuis tout ce temps, y compris par le colonialisme. Oui, le colonialisme français connaissait très bien cette mine. Au-delà justement de la qualité ou je dirais, de cette composition du phosphore, il y avait aussi tout ce qui était transport du minerai. Et donc, c'est pour ça que, d'après les sources que j'ai, les Chinois vont exploiter donc, le minerai de Garage Billet pour la simple et bonne raison. Et j'ai discuté d'ailleurs aussi avec un géologue algérien, je ne citerai pas son nom pour ne pas qu'il ait les ennuis que le docteur Selama, et qui disait que la méthode chinoise a été même testée en laboratoire en Algérie et qu'elle semblerait donner des résultats. Donc les Chinois disent qu'il y a une méthode de déphosphoration. On ne la connaît pas à l'échelle industrielle, il faut le préciser. Mais bon, ce sont les Chinois. Et j'imagine qu'ils ont accepté d'exploiter le minerai de Garage Billet à condition qu'il soit transporté. D'où la ligne. D'où la fameuse ligne ferroviaire minière. Et c'est l'Algérie qui la paie. Et c'est les Chinois qui la produisent, qui l'ont réalisé. Qui l'ont réalisé. Bien sûr, on parlera toujours d'une coopération, d'une collaboration avec Cosider et d'autres entreprises algériennes. Mais nous connaissons les prouesses techniques des Chinois. Et je peux en parler de long en large, puisque j'ai moi-même visité à plusieurs reprises la Chine. Et à chaque fois que j'y allais, je trouvais de nouvelles infrastructures hallucinant en des temps plus que records. Donc, d'ailleurs, la photo lors de l'inauguration, une photo aérienne de la ligne qui passait dans les télés publiques algériennes et privées à la solde du régime. Des airs chinois. C'était la ligne chinoise qu'ils nous ont fait passer. C'est une ligne de 800 km. Et Béchar et M. Tebboune qui avaient dit ça devrait rentrer dans le Guinness Book of Records. Et il a dit, nous avons tout fait, les Chinois nous ont donné un petit coup de main. Ah oui, c'est drôle de coup de main. Ils ont collaboré avec nous. Mais à la limite, ce n'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Mais une chose est certaine, en recoupant toutes les informations qui nous parviennent de Chine, sur notamment les sites web, en dehors des fake news, en dehors de tout ce qu'on peut avaler comme fausses informations, il ressort que les Chinois ont exigé qu'il y ait une ligne de transport pour pouvoir exploiter la mine de Garage Billet, pour aller jusqu'au port d'Oran. Et si Tosyali est intéressé par des quantités de minerais de fer que les Chinois d'abord traiteraient par la suite, mais sinon, c'est envoyé carrément sur le port d'Oran pour que le minerai soit traité en Chine. Quand je dis minerai, c'est un minerai semi-brut. Parce qu'une grande partie de la gangue va rester à Garage Billet, il faut que vous le sachiez. D'accord.
Donc, c'est une gangue, c'est des déchets et qui vont contenir des dépôts de fer, des dépôts de métaux lourds et qui sont très polluants, il faut le préciser. Et comment faire pour s'en débarrasser? C'est la très bonne question. D'abord, il faut une station de captage de toutes les poussières et aussi une station d'épuration des eaux de mine. Et ça, ça coûte très cher. Le problème qui se pose au niveau de Garage Billet, au niveau de Béchar, au niveau d'Oran, il n'y a pas d'étude d'impact sur l'environnement qui est exigée par la loi sur l'environnement pour connaître les atteintes possibles sur l'environnement et sur la santé des populations. Et moi, en essayant de m'informer là-dessus, on me disait « Oui, mais tu sais, Béchar, c'est pas une ville très peuplée, donc l'étude d'impact n'est pas… » Je dis « Mais Puis le attendez, désert est juste à côté. quelque chose dans ce goût-là. » Mais je disais, attendez, il y a une loi, il y a un décret d'application de cette loi, notamment les études d'impact sur l'environnement. Et puis Béchar, c'est des gens comme vous et moi qui y habitent. Ils ont le droit d'être protégés aussi. Leur aquifère doit être protégé. Ils ont Les nappes, oui, les nappes d'eau potable. elles doivent être protégées également. Je ne comprends pas. Il y a des possibilités d'infiltration Ah ben oui. vers les nappes Tout à fait. phréatiques et albiennes? Une eau usée peut s'infiltrer jusqu'à 3500 mètres de profondeur. Et on a un exemple qui est celui de Ouargla, mais on n'a pas le temps d'en parler. La remontée, l'Oued surtout, oui, la remontée oui, des eaux et la qui a remontée pollué des toutes les sels nappes phréatiques. avec les sels. Oui. D'ailleurs, on en parlera pour la… Il y a eu, moi je me rappelle, j'avais fait un reportage à l'époque, il y avait 1 million de palmiers morts. Oui, oui. À l'époque, hein. Un Donc, million de palmiers. Et les fruits hautement pollués, la Nord entre autres. Quand vous pensez qu'à un moment donné, même la ville de l'Oued était alimentée en eau usée. Oui. Donc, on peut en parler des semaines et des semaines, malheureusement. Mais alors, sur ce minerai qui n'est pas très pur, qui n'est pas très commerciable par conséquent, qu'il faut traiter, dont les coûts de traitement coûtent très cher. Près 25 $ la tonne de traitement. Le traitement. Alors, en quoi ça consiste au juste des phosphorés? Enlever le phosphore, donc c'est un traitement chimique, ce qu'on appelle par lixivation. Oui. Et c'est un traitement qui, effectivement, de prime abord est simple, mais en fait, la méthode est assez compliquée. Et jusqu'à présent, la déphosphoration qu'on connaît, celle qui est effectuée en laboratoire par les Chinois et qui, semble-t-il, aurait été testée par un laboratoire algérien, donc, de mine et de géologie, je crois, du côté de Boumerdès. Donc, c'est les informations que j'ai eues. Donc, je pense que les Chinois sont confiants que leur procédé va marcher, puisqu'ils se sont impliqués dans ce projet. Et eux, ils vont faire tous leurs calculs, ils ne vont pas se jeter à l'eau comme ça. Ah, certainement. Mais quel est l'investisseur, justement, principal qui va prendre en charge toutes ces prestations? Ce sont les Chinois et les Turcs. Et les Turcs. Et à quel taux d'investissement? Ça, c'est une très bonne question. C'est 49, une très bonne question. On ne sait pas. En fait, normalement, si on doit se référer à la nouvelle loi sur les mines, et on pourra en dire un mot tout à l'heure, ce serait du 80-20. Le maximum de la participation algérienne, selon la nouvelle loi sur les mines, ne peut aller au-delà de 20%. Les gens se trompent en disant jusqu'à 80%. Non, 80%, c'est garanti. Et il peut y avoir des négociations selon les capacités des entreprises algériennes pour augmenter éventuellement ce taux de participation. Donc, il est tout à fait certain que les Chinois et les Turcs vont s'accaparer la part du lion. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais à la limite, on aurait compris qu'ils prennent un tel pourcentage, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'investissements à consentir. Mais à la limite, et on ne sait rien encore du côté chinois. Si on sait du côté Tosyali, on ne sait pas encore ce qu'il en est en matière de subvention de la partie… Mais à la limite, d'accord, qu'ils prennent, parce que c'est vraiment très difficile à exploiter, ils vont nous procurer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. C'est ce qu'ils disent.
On pourra en parler de ces emplois. Arriver à les subventionner en plus de ce qu'ils vont prendre, je n'arrive pas à comprendre, très franchement. C'est sûr qu'il y a le côté économique, comme vous le disiez si bien, les Chinois savent faire leurs calculs, mais il y a aussi le côté politique. À mon avis, moi, encore une fois, je n'aime pas trop m'impliquer dans des débats politiques, mais c'est une façon aussi d'obtenir le quitus des Chinois. Enfin, quand je dis le quitus, c'est pour le pouvoir. Donc, il y a toute une, je dirais, toute une série de choses concordantes qui rendent ce projet très mystérieux. Moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas contre l'exploitation du minerai de Garachbillet, pour peu qu'il serve l'industrie algérienne. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Ça va être, encore une fois, c'est pour ça que le docteur Djeloul Selama, à mon avis, a été embêté, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est parce qu'il a dit que c'était un projet rentier. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce minerai va aller ailleurs, va aller alimenter des industries étrangères. Et aussi les barons du régime de se faire du beurre en passage. Non, on y soit qui mal y pense. On y soit qui mal y pense. Mais alors, sur le blending, d'abord pour qu'on puisse comprendre, qu'est-ce que c'est le blending? Alors là, je suis désolé, je n'aime pas utiliser de superlatifs, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est une arnaque scientifique sans précédent. Il existe une équation très simple en matière de blending. Le blending se fait au niveau de la sidérurgie. On peut faire le blending d'un minerai de moindre qualité avec un minerai de haute qualité pour obtenir... Tout blend mélangé. Mélangé. D'accord. En fait, c'est un mélange, mais c'est un mélange savant. C'est-à-dire qu'il faut homogénéiser, il y a tout un procédé. C'est une technologie très complexe. N'est pas très complexe, mais c'est une technologie. Et du moins, c'est une technique. À défaut d'être une technologie. Donc, il y a une équation très simple en matière de blending. C'est-à-dire, combien vous faut-il de tonnes de tel minerai à telle qualité pour obtenir et la mélanger avec un autre minerai d'une qualité supérieure pour obtenir une qualité moyenne. Or, le minerai de Garachbillet, on a dit, c'est dans la fourchette de 8 à 10%. Mais on fait les calculs sur les 8%. Il vous faudra, tel qu'on nous l'a montré à la télévision avec le Premier ministre, Monsieur Sifi. Voilà. Comment vous dites très bien, pas le prédicateur, l'imam. L'imam. Puisque lui parle là aussi, il a fait fort. Dieu qui nous a donné. Il a fait fort, franchement, mais je n'ai pas envie de commenter là-dessus. Oui. Et lorsque vous faites ce calcul, qui est très simple, c'est un calcul mathématique, c'est une équation, vous ajoutez x, y pour obtenir z. Il vous faudra en moyenne, tenez-vous bien, 97 tonnes de minerai de Garachbillet pour 3 tonnes du minerai qu'on importe, de bonne qualité, disons, pour avoir une qualité acceptable. Ça veut dire un minerai qu'on importe? Oui, il faudra mélanger pour avoir un minerai qui soit... Pour le rendre commerciable, quoi, pour pouvoir le placer à la vente. Oui, il faudra 97 tonnes de minerai de bonne qualité. De bonne qualité, qui ne contient pas beaucoup de phosphore, entre autres. Qui a un taux de phosphore entre 1%. 1 à 1,5%, à 3 tonnes de minerai de Garachbillet. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Économiquement, ça n'a aucun sens. Mais sans être expert... c'est très simple. Encore une fois, c'est des mathématiques de lycée. Hein. Et c'est le minerai qui sert au blending, le minerai sain, le minerai bon, le minerai qui va rehausser la qualité, il est importé. Oui. C'est même pas qu'on peut le trouver chez nous. Il faut l'importer. Tosyali importe aujourd'hui le minerai de fer, un minerai semi-brut lui aussi, qui est prêt à être enfourné, donc à aller dans les fourneaux. Et pour obtenir justement je dirais un minerai de qualité acceptable, je le dis bien, je précise. Ça veut dire pas très performant, juste acceptable. Pour des aciers, je dirais par exemple pour les rames de chemin de fer, etc. Mais sinon, le blending n'a aucun sens. Et de toute façon, d'une manière générale, il n'a aucun sens, et surtout économique. Et il est pratiqué où, à titre d'exemple? Pratiqué dans toutes les sidérurgies, même à Annaba.
Mais c'est pour, vous allez blender par exemple un minerai qui est à 2% avec un minerai qui est à 0,5% pour obtenir une qualité Relative. pour des aciers qui soient donc acceptables dans telle ou telle utilisation. Mais c'est une pratique qui est faite pour effectivement obtenir des qualités qui sied aux sidérurgistes. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec Garage Billet. Et toutes ces opérations, elles se passent à Garage Billet ou en dehors? Non, Oui. non. C'est Si dans les autres terminaux, c'est à Si vous Oran, avez importé du minerai de fer à partir du port d'Oran sur Oran, c'est ça pas n'est la pas peine de de transporter. le Bien transporter, sûr. évidemment. Par contre, vous ramenez de... Mais moi, la question que je pose, qui me tracasse, c'est qu'on nous annonce que l'extraction du minerai de Garage Billet a commencé. Il y a eu, on nous a montré un chargement qui est parti devant le président, qui aurait été réceptionné justement par Tossi Ali. Mais quelles ont été les opérations d'extraction et de chargement depuis? Parce qu'on nous parle de milliers et de milliers de tonnes. Et on sait très bien que cette histoire, je m'excuse du terme, cette fumisterie de blending, c'est juste de la poudre aux yeux. Un Premier ministre qui dit je sais de quoi je parle parce que je suis du métier, je suis désolé, mais là, il devrait refaire ses classes. Qu'est-ce qu'on va faire de ce minerai? Donc, quelque part, il n'y a pas de chargement. C'est juste une inauguration. Pour l'inauguration, pour la galerie. C'est évident. Mais sinon, en cas de blending, ça veut dire, si j'ai bien compris, il faut prendre de Garage Billet, l'envoyer à Béchar. De Béchar, il y a un premier traitement par il n'y a pas de traitement à Béchar. À l'heure où je vous parle, l'usine de Tossi Ali à Béchar n'existe pas. Elle est, semble-t-il, en construction. D'ailleurs, vous me faites rappeler quelque chose. Pourquoi en tout cas, elle n'a pas été livrée. Et c'est le motif. Non. Elle n'a pas été réceptionnée. Non. Et la question que je pose, le président qui est allé inaugurer le départ du train à Béchar, pourquoi n'est-il pas allé inspecter l'état d'avancement des travaux de cette usine? Mais c'est pour ça que l'événement de l'inauguration de Garage Billet et de Béchar ont été annulés, soi-disant sous le prétexte de la tempête du siècle, parce que les deux projets, le terminal 1 qui se trouve à l'intérieur de Garage Billet et le terminal 2, un terminal industriel 2 qui est assuré par Tossi Ali, oui, n'ont pas été réceptionnés. Non. Et donc, celui de Tossi Ali, les travaux viennent d'être lancés en présence du Premier ministre. Donc, ils ne peuvent pas les inaugurer. Alors, je me demande où vont ces chargements. Alors, question simple. Donc, s'ils doivent faire du blending, donc ça se passe à flux tendu entre Garage Billet, Béchar, Oran, du minerai qui arrive, et à flux tendu du minerai de bonne qualité qui arrive pour faire le mélange à Oran, pour ne pas le transporter en sens inverse. Non. Mais c'est imaginable, ça. Ça n'aura pas lieu. Parce que le blending en tant que tel, c'est pour ça que je vous ai donné comme, je dirais, comme raison inattaquable, c'est l'équation de blending. Oui. Il faut beaucoup parce que c'est énormément. D'une qualité tellement... Vous ne pouvez pas ramener 97 tonnes, en parlant de pourcentage, 97 tonnes d'un minerai de très bonne qualité ou de bonne qualité pour le mélanger à 3 tonnes qui viennent de Garage Billet. C'est incroyable. Alors qu'on parle de dizaines de milliers de tonnes. Vous êtes sûr de ce chiffre? 97 tonnes qu'il faut mélanger à 3 tonnes? Monsieur Benchenouf, c'est une équation qui peut être résolue par un élève de 3e ou de 2e de lycée. Évidemment. Rien d'autre. Je crois que je vous ai donné même mais c'est 97 tonnes qu'il mélange à 3 tonnes de Garage Billet. Alors qu'on nous parle de dizaines, voire de centaines de milliers de tonnes. Ça veut dire qu'il va falloir importer tout le fer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il y ait du minerai qui est extrait à Garage Billet et qui est envoyé, mais où et pour faire quoi? C'est la grosse question. Ils ne vont pas ramener du minerai et puis le stocker quelque part. Ça n'a pas de sens. À Garage Billet. Donc, la grosse question qui se pose, pourquoi
cette inauguration? Pourquoi cette précipitation? C'est pour assurer un projet de rente peut-être mafiocratique qui va permettre de prélever beaucoup d'argent Oui, mais au passage. même l'exportation vers le port d'Oran ne pourra se faire que le jour où les Chinois diront « nous, on va traiter ce minerai en Chine ». Et c'est peut-être cela qui fait que, effectivement, d'abord, il y a eu cette ligne de chemin de fer où on dit, et là c'est l'autre question que je pose, ça va être, comment dirais-je, ça va rompre l'isolement de la région, ça va permettre d'autres industries, tout. Où sont-elles? Et l'isolement, j'ai vu une vidéo très récemment de la gare de Tindouf qui était vide. Combien de gens vont voyager entre Tindouf et Béchar? Et plus tard, plus loin, entre Béchar et Oran? Combien? Vous ne pouvez pas parler de... Moi, je ne suis pas contre la fin de l'isolement d'une région. Au contraire, surtout le Sud, il est le plus méritant de nous tous. Mais en même temps, il y a des données qui sont inattaquables. Le flux de voyageurs doit être... et on parle de 3, je crois, dessertes par jour. Je ne sais pas, il y a quelque chose... Et les retombées économiques sur la population, les retombées positives, est-ce qu'il pourra y en avoir? Mais aussi les retombées négatives, est-ce qu'il va y en avoir? Oui, bien sûr. À supposer qu'il pourrait y avoir une activité à peine moyenne. Oh, les retombées positives directes, c'est les emplois qu'on nous annonce. Les emplois, c'est quoi? C'est envoyer nos citoyens à aller extraire le minerai de fer de Garachbé. C'est ça le destin de nos citoyens au XXIe siècle. Je pose la question. Surtout qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, ce n'est pas producteur d'emplois. Des immenses nuages de poussière, de toutes les opérations qu'il faudra faire de concassage, etc. Pourquoi? Et de répercussions sur la nature. On nous dit qu'il n'y a rien. Comme on nous a toujours fait croire que le désert, c'est quelque chose où il n'y a pas de vie. Le désert est plein de vie. Nous le savons tous. Et nous le savons tous. Et surtout, lorsqu'on va commencer à faire vraiment du traitement de minerais, etc., il y aura des retombées, notamment sur la pollution des eaux. Il faudra, et c'est un élément fondamental, amener beaucoup d'eau pour ces industries. Et c'est la nappe de l'Albien. On nous parle de transferts d'eau qui vont coûter, je crois, un chiffre qu'on nous donne, c'est 1 milliard de dollars. Très bien, si on arrive à faire des adductions d'eau sur ces zones-là. Sur l'Albien? Mais oui, bien sûr. Tout ce dont nous allons parler, en tout cas dans le Sud, c'est l'Albien. Et vous verrez, lorsqu'on parlera de Tel Hamza, c'est l'aquifère, le plus grand aquifère de la partie nord de l'Algérie qu'on va toucher. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faudra en parler. Donc, on a beau dire, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas maître de vos projets, si vous ne pouvez pas contrôler ces Chinois, ces Turcs, etc., comment allez-vous vous assurer que ces eaux-là vont être traitées, qu'elles ne vont pas être rejetées, en tout cas réintroduites dans le sous-sol? Ce sont des questions qui, pour moi, sont lancinantes. Mais justement, je ne résiste pas à la tentation de vous demander, même si je vais sembler un peu excessif, si tant est que c'est un système rentier, ça veut dire qu'il va servir à quelques-uns. Il va servir à calmer la population, à lui faire croire en des choses, à lui donner de l'espoir, sans plus. Mais il va par contre enrichir les requins qui sont tout autour, aux alentours. Et il va enrichir les barons du régime qui vont mettre la main à la pâte. Ségolène Royal leur a bien dit au MEDEF, allez-y vite. Avant qu'il se réveille, avant que vous raflez la mise. Moi, c'est comme ça que j'ai compris son message. Oui, mais l'un dans l'autre, est-ce que... Et là, vous parlez bien de cette ressource aquifère, qui est énorme. C'est une mer intérieure dont on dit qu'elle est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande du monde. C'est 6 000 milliards de mètres cubes.
qui va des frontières libyennes C'est énorme, comment dirais-je, prend pratiquement une grande partie du Sahara. D'ailleurs, elle déborde en Libye, elle déborde un peu en Tunisie et même un peu vers le Mali. Donc, mais 70% des réserves ressources. d'eau sont algériennes. Et pour exploiter un tel potentiel, j'imagine qu'il faut des gens compétents, qu'il faut des moyens, des études. Toute une panoplie de mesures de protection et on n'a pas le droit de polluer cette nappe parce qu'elle est pour les générations futures. Vous voulez que je vous raconte une anecdote, Oui. M. Benchenouf? J'étais à un moment donné, j'ai fait une consultation avec un institut américain de stratégie globale. Et une partie était dévolue au climat. Donc c'est dans cet esprit-là que j'avais été recruté. Et donc j'étais à Washington, ils ont une bibliothèque énorme. Et donc j'ai trouvé un document confidentiel, donc notamment signé aussi par la CIA, et qui montrait des études faites par la NASA, d'ailleurs qui ont été confirmées par mon ami Nordin Melikchi, à qui je souhaite un rétablissement. Il disait ceci, tenez-vous bien, c'est une réserve d'eau douce stratégique pour les États-Unis. C'est incroyable. Et c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Donc même les Américains... Un trésor caché qui laisse de côté le temps, tout à fait. Pour le temps venu pouvoir... réserve d'eau stratégique d'eau douce stratégique pour les États-Unis. C'est un peu le Groenland. Voilà. Ils ne vont pas manquer de mettre le grappin dessus. J'ai entendu Trump dire le Groenland, il faut qu'on se l'accapare. J'ai tout de suite pensé à la nappe de Libyen et à cette étude. Malheureusement, je n'ai pas eu le courage de prendre des photos parce que ce n'était pas possible, surtout qu'il y avait des caméras partout. Mais quand j'ai lu le document, j'en ai frémi. Mais c'est comme ça. Alors, nous allons arriver bientôt à la fin de cette première partie. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez ce que sont vos appréhensions, si vous deviez résumer un peu tout ce que vous venez de nous dire et ce que sont vos appréhensions, qu'est-ce que vous pourrez nous dire en 2-3 minutes? Mes appréhensions sont nombreuses, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est aux abois et qui fait feu de tout bois pour brader les richesses du pays. Et l'un des meilleurs exemples qu'on peut avoir, c'est la nouvelle loi sur les mines. Je vous assure, lorsque j'ai commencé à la décortiquer, c'est des amis d'Alger qui m'ont dit « Écoute, il y a un projet sur les mines, est-ce que tu voudrais bien te pencher là-dessus ?» Donc il y a 3 ans de cela. J'ai alerté beaucoup de mes amis, on a fait même des émissions, même ici chez vous d'ailleurs, et aussi sur Alterna TV et tout, pour parler des dangers de cette nouvelle loi sur les mines. Donc on l'a appelé le bradage des richesses du sous-sol. Et j'ai essayé de la comparer à beaucoup de lois, même en Afrique. Je vous assure qu'il n'y en a pas son pareil, en matière d'abandon de souveraineté. Parce qu'on nous dit non, ce sera un outil de souveraineté. C'est tout sauf ça. C'est un abandon de souveraineté. Donc, lorsque vous voyez les exemptions de taxes, lorsque vous en voyez même l'étude d'impact sur l'environnement, ils l'ont simplifié au maximum possible. Ils appellent ça une notice d'étude d'impact, c'est-à-dire une feuille ou deux que le Wali va tamponner. Ce n'est même plus le ministre chargé de l'environnement, tel que le dit le décret sur les études d'impact. Donc, c'est en contradiction même, non seulement avec la Constitution, puisqu'on parle de richesses stratégiques, elles sont stratégiques, eh bien voilà, la souveraineté, elle est complètement abandonnée. Et même d'un point de vue protection de l'environnement, on lui dit au ministère de l'Environnement, t'occupe pas, c'est le Wali qui sera en charge dorénavant. Vous vous rendez compte de ce qu'on nous dit? Et vous verrez, lorsqu'on parlera de Tall Hamza, quels sont les dangers auxquels l'Algérie va faire face lorsqu'il s'agira, par exemple, d'industries extractives et autres.
Alors justement, nous allons finir avec ce projet de Tala Hamza et nous laisserons pour la deuxième partie ce fameux serpent de mer qui est la plus grande ferme laitière du monde Oui. et la plus grande ferme de très loin devant la seconde. Hein. C'est pour dire que monsieur Tebboune est capable de tous les prodiges, de tous les miracles. Alors, Tala Hamza, c'est quoi? Tala Hamza, c'est simple. D'abord, on commence avec un mensonge, qui est de dire que c'est une mine de plomb et de zinc, qui est la 3e mine au monde. Ce n'est pas vrai. Elle peut être classée entre 10 et 15 des plus grandes mines de plomb et de zinc, mais en aucun cas la 3e. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, les chiffres qu'on nous présente, on nous dit que c'est un projet stratégique. En aucun cas, il est stratégique. Et vous verrez que d'abord, la première alerte, c'est faire appel à une entreprise australienne. Très vite, on se dit, les Australiens, c'est des grands spécialistes des mines, on sera entre de bonnes mains, etc. Mais quand j'ai commencé moi-même à m'intéresser à cette société australienne qui s'appelle Terramine, je me suis rendu compte qu'elle est pratiquement inconnue au bataillon. Et je dois vous dire que j'ai des amis du ministère de l'Environnement australien, je les ai donc contactés, je leur ai dit, écoutez, c'est quoi Terramine? Vous savez quelle a été leur réponse? Ils m'ont dit, mais on ne comprend pas. De toutes les grandes compagnies australiennes, compagnies minières australiennes, qui sont connues dans le monde entier et qui en tout cas, utilisent les technologies les plus avancées, vous êtes allés fourrer votre nez dans une compagnie qui est moribonde. Et je vais vous donner très vite un chiffre. L'action de Terramine, aujourd'hui, vaut 0,03 $. Vous vous rendez compte? Et lorsque... Un plan de comparaison avec une autre société, par exemple? Vous prenez par exemple société Gold Mining, par exemple, son action, elle dépasse les 500 $. Je ne sais pas si vous voyez... Il n'y a pas de commune mesure, non, vraiment. Pas du tout, pas du tout. Non, mais pire que ça, je me suis intéressé au site web de Terramine, qui est bien fait. Vous savez, oui, il faut que c'est le moins. Vous ayez un spécialiste de tous les sites web et tout, et vous aurez de belles photos, etc. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est l'interview d'un des responsables de cette société Terramine, qui disait, entre autres, qui n'a que ce projet réellement à mettre en avant. Ils ont un petit projet de mine, mais en coopération avec 3 ou 4 autres compagnies australiennes. Ils sont là dans le management, je crois, mais ils sont plus. Mais ce qu'ils appellent le flagship en anglais, donc l'étendard, leur étendard, c'est Tala Hamza. C'est l'aubaine, quoi. L'aubaine. Je vous assure que c'est un mot qui est tellement, qui colle tellement à la réalité que moi-même, j'ai du mal à l'utiliser. Et ce monsieur disait, avec beaucoup d'innocence, avec beaucoup de condescendance, que c'est une occasion extraordinaire pour Terramine, pour montrer qu'effectivement, elle pourrait exploiter une mine de telle ampleur, de plomb et de zinc, et surtout, comment dirais-je, obtenir des dividendes qui, d'un point de vue économique, va la renflouer. Le gars le dit. Et il dit des choses extraordinaires. J'ai senti qu'il pense que je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça, que l'Algérie est une république bananière. Une vache laitière. Vraiment, c'est-à-dire, on va venir avec nos gros sabots, et vous verrez que ce n'est pas le cas, on en parlera tout à l'heure, qu'ils vont donc créer des emplois, mais c'est des emplois de mineurs. Là aussi, c'est tout ce que mérite un Algérien aujourd'hui, en 2026 ou 2027. Et encore, avec la technologie, ce ne sera pas des masses de mineurs. Oui, il ne faut pas croire que c'est... C'est les mines du 19e siècle. Non, là, justement. Surtout des techniciens, plutôt tout à fait. Oui, mais même les techniciens seront... Très peu. Seront soit chinois, soit australiens. En plus, voilà. Là, c'est moi qui vous le dis. Parce que, et au niveau de ce projet, la gestion totale est confiée à Terramine.
C'est écrit dans le contrat. C'est quelque chose qui ne toutes les informations que je vous donne, je les ai obtenues du site web de Theramine. Et ils font les calculs de combien peut-être. C'est une mine qui a une durée de vie de 20 ans. Monsieur Benchenouf, je pose la question, qu'est-ce que c'est que 20 ans pour un pays? Oui. Qu'est-ce que c'est que 20 ans? C'est rien. Oui. Mais en faisant tous les calculs, donc je dirais le minerai lui-même, il faut dire que ce n'est pas comme le fer. Le minerai de plomb et de zinc, c'est à peu près entre maximum 10% du total de la masse extraite. Donc la gangue, c'est 90%. Donc si vous faites une extraction d'1 million de tonnes, c'est 100 000... non, 1 million de tonnes, vous vous retrouvez avec 900 000 tonnes de déchets. De déchets, donc 100 000 de minerais. 100 000 pur. de minerais. Ça, dans le meilleur des cas possibles. Mais Et où ils vont les déchets? Ah, ça c'est une bonne question. Oui, parce que ça vient à l'esprit. Ben oui, c'est des bacs de stockage. Une telle masse. Un bac de stockage. On nous dit possiblement nous allons les réinjecter dans la mine. Après les avoir extraits. Avec un ciment, on va les réinjecter. C'est ce qu'ils en disent pour le gaz de schiste, pour les déchets. On va les réinjecter dans les fosses de pétrole vides. Quelque chose d'inimaginable. Tout en oubliant que cette gangue est une gangue qui est polluée, parce qu'elle va contenir des résidus chimiques, des résidus de plomb, de zinc. C'est quelque chose qui... Et la réinjecte dans le sous-sol. De la mine. Ça, une partie. Sinon, une autre partie, ce sera dans des bacs de stockage. C'est quoi un bac de stockage? C'est des superficies où on va stocker les déchets, où on va essayer de les contenir pour éviter soit des infiltrations dans le sol, soit des infiltrations à travers les ruissellements. Les ruissellements. Ouais. Voilà. Ce qu'on appelle d'ailleurs le lessivage. C'est pas normal. Mais le gros problème qui se pose, c'est que moi, ma première question, c'est par rapport à ma passion, l'environnement, donc tout ça. Ah non, on a fait une étude d'impact sur l'environnement. Ah d'accord, très bien. Est-ce qu'on peut avoir le document? Non. On s'est procuré les conclusions de cette étude par effraction, croyez-moi, au niveau de la wilaya. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, en quelques phrases, que les dégâts sur l'environnement sont anecdotiques, tenez-vous bien, pour une mine. 3 fois rien. Pour une mine, sont anecdotiques et que toutes les mesures seront prises par l'exploitant. Ils ne disent même pas qui est l'exploitant, qui devrait être, en principe, Theramine. Bon. Oui. Theramine avec deux compagnies algériennes, et ce qui donne cette joint venture. En parlant de joint venture, il y a eu un prêt qui a été accordé par les banques algériennes, parce que dès qu'il y a cette joint venture, qu'il y a une des compagnies algériennes, le partenariat peut demander des prêts des banques algériennes. Et il y a eu un prêt de 330 millions de dollars. C'est Theramine qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est incroyable. Et qu'on va, comment dirais-je, rembourser sur pratiquement la moitié de la durée de vie de la mise, c'est-à-dire une dizaine d'années. Je n'injecte rien comme argent, vous allez me prêter cet argent, je vais exploiter, est-ce que je vais gagner une partie, je le rembourse. Et je rembourse à la tire-boulette. Là... Mais c'est incroyable, ça. C'est de la combinaison primaire. J'invite tous ceux qui sont intéressés d'aller sur le site web de Theramine. Et vous verrez, ils donnent des calculs aussi qui sont très parlants. D'abord, le prix donc, à la tonne du plomb et du zinc. Et ce qui fait que vous allez faire les calculs entre ce qu'ils vont extraire, parce qu'il y aura une unité de concassage au niveau même de la mine qui sera construite par les Chinois. Et d'ailleurs, le prêt a été octroyé aux Chinois pour qu'ils construisent les installations d'exploitation de la mine. Et il y aura donc une unité de concassage pour dégager le plomb et le zinc
de cette fameuse gangue. Donc on va se retrouver avec Des montagnes de une déchets. montagne de déchets qui sera ingérable, qui sera ingérable. Donc, et ça va polluer donc la nappe phréatique de la vallée de la Soumam. C'est le plus grand Et on aquifère rappelle que ça se situe à 15 km de Bougie. de Bougie. C'est 15 proprement un Ça- crime Et lorsque contre... vous prenez une photo par satellite, Oui, on a produit une vidéo là-dessus. J'aurai l'honneur de vous la Merci. transmettre. Vous verrez tous les cours d'eau qui sont autour de Tel Hamza. Donc c'est pollution des eaux de surface et pollution des eaux du sous-sol. Et ça, je n'arrive pas à le concevoir. nous allons arrêter ici et j'espère que nous pourrons y revenir parce que nous arrivons à la fin de cette première partie. Donc, dans la deuxième partie, nous allons pouvoir des parties qui seront diffusées un jour après l'autre. Nous allons parler du fameux grand projet, le projet pharaonique, n'est-ce pas, de M. Tebboune, qui est la plus grande ferme laitière du monde.